Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir quel était mon parcours pour arriver jusqu'à vous. Ça raconte pas mal, je pense, qui je suis et comment je travaille. J'ai une première vie professionnelle en tant qu'enseignante. J'ai enseigné pendant 6 années les arts appliqués à des niveaux bac et BTS. Donc j'ai pour ça un diplôme d'enseignement. Je suis diplômée de l'éducation nationale, comme on dit, donc je suis aussi démissionnaire de l'éducation nationale. J'ai adoré ce métier, mais je me suis rendu compte en fait que la seule chose qui m'intéressait, c'était de permettre à des élèves de passer de 10 de moyenne ou moins à 16 de moyenne et plus, rien qu'en leur donnant confiance en eux. Ce qui était important pour moi, c'était qu'ils puissent être le plus concentrés possible en classe, mais surtout le plus, comment dire, qui ait aucune honte à pas savoir, aucune honte à dire j'ai pas compris, aucune honte, voilà. Donc je voulais que dans ma classe, dans mes classes, il y ait zéro honte et une totale affirmation de soi, à oser être soi avec ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire. T'as compris, tu me dis, t'as pas compris, tu me dis, t'as besoin que je t'explique autrement, tu me dis, t'as besoin que je te montre différemment, tu me dis, et j'avais vraiment cette intention de m'adapter à chaque élève. Au bout d'un moment, j'ai compris que les arts appliqués, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, mais plutôt vraiment ce rapport au bien-être, au être soi, au être libre d'être 100% soi-même. Donc j'ai décidé de devenir thérapeute. Alors, devenir thérapeute, c'est bien beau, mais quel type de thérapeute pour accompagner quel type de problématique? C'était pas clair au début pour moi. Et puis j'ai regardé dans mon histoire. Je suis une personne qui a souffert pendant 15 ans de troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé par de l'hyperphagie, il y a eu une phase d'anorexie, puis ça s'est transformé en boulimie jusqu'à disparaître. Et j'ai décidé en fait de regarder en face tout ce que j'avais mis en place pour pouvoir en sortir, toutes les compétences que j'avais déployées, et j'ai décidé de me former dans chacune de ces compétences. J'ai commencé par me former à la communication non violente, notamment pour aider les gens à formuler, au regard de leur situation, qu'est-ce qui les dérange, parce que ça les fait se sentir comment, et surtout, quand ils ne veulent plus vivre ça, c'est parce qu'ils veulent vivre quoi à la place. Et rien que pour ça, cette méthode est vraiment fabuleuse. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas très confortable pour moi d'accompagner les gens dans leurs émotions en séance. Pourtant, les séances faisaient apparaître ça, certes très souvent des rires, heureusement, mais aussi parfois des larmes, et je savais pas les accompagner. Donc, je me suis formée à une technique d'accompagnement des émotions et surtout de désactivation des émotions, de ce que certains vont appeler la régulation émotionnelle, notamment au travers de la méthode TIPI, TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Je me formerai plus tard aussi dans le cadre de ma formation à l'hypnose à la méthode Rhythmo, qui permet aussi de digérer certaines émotions, de les transmuter, bref, de passer à autre chose, quoi. Alors au début, j'accompagnais les gens en tant que coach, c'est-à-dire que je les accompagnais sur un plan très conscient. Vous ne savez pas dire non, bah, je vais vous donner des trucs et astuces pour oser dire non. Par exemple, vous n'osez pas vous affirmer, je vais vous donner des trucs et astuces, notamment en communication non violente, pour oser vous affirmer. Et je me suis rendu compte que, bien qu'aidant énormément les gens, il y avait quand même une limite à ça. Je me suis très vite rendu compte que si les gens ne parvenaient pas à dire non, ce n'était pas tellement qu'il manquait de technique pour ça, mais que quelque chose à l'intérieur d'eux, quelque chose en eux, d'inconscient, d'assez profond, ne les autorisait pas à dire non. Et que s'ils s'y sentaient autorisés, ils n'avaient pas besoin de mes techniques pour apprendre à dire non, ça sortait tout seul, c'était facile. Mais que quelque chose en eux, la plupart du temps, ne les y autorisait pas. Donc je me suis formée à l'hypnose. J'ai commencé par l'hypnose ericksonienne, à l'Arche, puis je me suis formée à l'hypnose appliquée ou l'hypnose classique avec Antoine Garnier. Je me suis formée à l'hypnose de régression de vie antérieure à l'école de Dolores Cannon. Et je me suis intéressée à différentes formes d'hypnose. Voilà. Dans le cadre de cette formation en hypnose, en 2014-2015,
j'ai découvert à ma grande surprise, à ma grande stupéfaction, à mon grand désarroi au départ, que j'avais des capacités dites subtiles que certains pourraient appeler médiumniques. Alors c'est un grand mot, hein. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je savais intuitivement plein de choses sur les gens. Que dès l'instant où en hypnose on me demandait d'utiliser par exemple des métaphores, des analogies, les gens devenaient tout blancs parce qu'à chaque fois je tapais dans le mille et ça faisait référence à quelque chose de très précis chez eux. Mais c'est pas, comment dire, comme une voyante qui pourrait dire des choses très très globales et qui correspondraient à tout le monde. Non, c'était une métaphore sur un vélo rouge sans frein, une montagne qui descend, et ça faisait référence à un événement très précis de sa vie qui était la plupart du temps l'événement qu'il fallait aller retravailler pour désactiver ce pourquoi il se faisait suivre par moi en fait. C'était à chaque fois le truc racine. Alors au début, j'en ai rien fait de ce truc-là. J'ai continué à me former, notamment à une méthode un peu particulière en hypnose, qui est une hypnose au service des mécanismes du corps, qui s'appelait au départ AMPR et qui s'appelle aujourd'hui la méthode MIRT, qui est une façon d'entrer dans son corps pour faire apparaître dans un premier temps la représentation qu'on se fait d'un problème. Quelqu'un qui a un cancer du sein, à quoi ça ressemble selon elle ce cancer du sein. Quelqu'un qui a un problème, je sais pas, de dos récurrent, à quoi ça ressemble, de ton point de vue à toi, le problème de dos que tu as. Et c'est une technique qui permet d'aller aider l'inconscient à comprendre comment est-ce qu'il peut faire autrement que comme ça. T'as un nerf coincé dans ton dos, ok, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut pour que ça se décoince? À condition de quoi ça serait ok pour que ça se décoince? Et petit à petit, on va aider l'inconscient à déployer des tas de solutions pour faire autrement, mais surtout, on va aller aider la personne et son inconscient à sécuriser le terrain. Si son dos est coincé, c'est que du point de vue de l'inconscient, il y a un intérêt, à condition de quoi ça serait ok de décoincer le dos. Donc souvent, on garde les intérêts, on vire les désavantages et ça règle le problème. Je me suis formée à tellement de choses que c'est compliqué pour moi de tout résumer. Je me suis formée à des choses que j'utilise pas. Comment s'appelle cette méthode déjà Bon, ça me revient plus là, vous voyez. C'est pour dire à quel point cette méthode me passionne. Je me suis formée à Paris 8 en prise en charge des addictions. Cette formation, je l'ai trouvée toute pourrie, je le dis très honnêtement, à l'exception d'un stage que j'ai fait qui était vraiment chouette, avec un psychiatre de Paris, qui était spécialisé, et qui l'est toujours j'imagine, dans les troubles anxieux et de l'humeur, qui accompagne des personnes qui souffrent d'anxiété, de crises d'angoisse et ou de cyclothymie, voire bipolarité de type 1, bipolarité de type 2. C'était un stage vraiment passionnant qui m'a beaucoup beaucoup enrichi et sensibilisé à ce que pouvaient ressentir les hyperfonctionnants, les zèbres, les surdoués dans leur phase de mélancolie et dans leur phase de up quand ils en avaient. J'ai commencé à pratiquer en 2012, début 2012, et j'ai très vite repéré deux types de clients. Les clients qui avaient le cerveau qui fonctionnait comme moi avec le même type de sensibilité, donc cerveau plutôt en arborescence, à se poser beaucoup de questions, à remettre en question ce qu'on fait là, pourquoi, comment, quel sens ça a. Et des clients auprès de qui je me sentais vraiment passionnée, j'adorais les accompagner. Et d'autres qui étaient très chouettes, mais qui étaient très différents de moi, qui avaient des problématiques beaucoup plus, je dirais, sommaires, qui venaient avec juste une phobie ou juste une difficulté, qui étaient aussi très chouettes à accompagner, mais j'ai très vite compris que c'était pas le public qui me fascinait le plus. Donc j'ai décidé, au cours de ma carrière, de me spécialiser dans l'accompagnement de ceux que j'ai appelés les hyperfonctionnants. Donc les hypersensibles, les zèbres, les HPI, les HPE, et puis plus tard les Asperger également. Je me suis formée à d'autres choses dont j'ai pas spécialement envie de parler là, je vous les mettrai dans la liste des compétences que j'ai parce que c'est pas forcément des méthodes que j'utilise très très souvent. Je pense notamment à la méthode Ritmo, qui est une méthode très très chouette, hein, mais voilà, c'est pas la méthode que j'utilise le plus.
Mais aujourd'hui, j'ai surtout la chance de créer mes propres méthodes, mes propres protocoles. Je pratique ce que j'ai appelé la psychothérapie active, qui est une psychothérapie qui propose des séances non pas à partir de ce dont vous ne voulez plus, mais à partir de ce que vous voulez à la place. Si c'est j'en ai marre d'être triste, on va pas aller chercher pourquoi et comment vous faites pour être triste, mais qu'est-ce que vous voulez à la place? Et si vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir plus joyeux au quotidien ou profiter davantage de la vie, on va aller voir avec votre inconscient à condition de quoi il serait OK de vous amener à ça. Parce que soyons clairs, hein, votre inconscient, tout ce que vous voulez être, faire, oser, vivre, expérimenter, obtenir, il sait déjà vous le procurer. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en a pas envie, c'est qu'il ne voit pas ça d'un bon œil pour l'instant, c'est qu'il estime que ça ne serait pas écologique pour vous. Donc, est-ce que dans cette psychothérapie active, on parle de ce qui ne va pas? Oui, aussi, bien sûr, mais pour très rapidement vous questionner sur ce que vous voulez à la place et vous diriger vers ça, et ça change tout. Parmi les méthodes que j'ai créées, il y a la méthode de préparation du corps au bonheur. Vous vous rendrez très vite compte en psychothérapie que la plupart des choses qui posent problème à votre inconscient, c'est la peur de trop grand bonheur par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc j'ai créé cette méthode qui aide l'inconscient à vous préparer au très positif qui vous attend sans en avoir peur, et donc à vous aider à vous diriger vers ça. J'ai conçu également tout un tas de protocoles en hypnose. Alors l'hypnose, c'est la méthode qui vous permet de vous mettre dans un état de conscience favorable au changement, à l'évolution, à la mise à jour de vos connaissances, de vos compétences, de vos ressources émotionnelles, par exemple. Mais on peut, au sein de cette technique de l'hypnose, vous faire des choses très très différentes, qu'on appelle donc des protocoles. Et j'ai créé un protocole qui est le protocole de jumeaux perdus, qui permet notamment aux hyperfonctionnants de se libérer de l'influence négative, parasitante, bloquante de l'expérience gémellaire, de l'expérience de la perte d'un jumeau dans la vie intra-utérine. Et que ce soit des hyperfonctionnants avec ou sans option Asperger, ça offre vraiment, comment je pourrais dire, il y a un avant et un après ce protocole. Voilà, je dis pas qu'avec un protocole on fait tout, mais ça permet vraiment de dégrossir le terrain. Ça permet aux hyper de comprendre beaucoup de choses sur leur rapport à la vie, sur leur rapport à être ici sur Terre. Ça leur permet de comprendre tout ce qui se joue dans les relations et qui, avant le protocole en tout cas, est parfois compliqué pour eux. Pourquoi certains hyper vont avoir l'impression de ne pas avoir leur place sur Terre, vont avoir envie de se barrer d'ici, vont trouver vraiment à ce point insupportable le froid relationnel, tout ce qui va être jeu de vexation, de faux semblants, de trahison dans leur relation. Ah oui, pardon, je vous parlais des intuitions que j'utilisais très très peu au départ. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume pleinement. Je suis dotée de ce qu'on appelle des capacités subtiles, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. C'est-à-dire que mon cerveau m'envoie sous forme d'images, de sons, de sensations, des informations sur vous, qui sont les informations dont on a besoin pendant la séance pour vous faire évoluer vers ce que vous avez décidé en début de séance. Donc, l'intérêt, c'est que ça vous fait prendre des raccourcis de dingue, quoi. Alors, quand on est psychothérapeute, il faut faire un peu attention à cette expression de dingue, pardon, mais c'est vrai que ça fait prendre des raccourcis. Si, par exemple, votre inconscient vous empêche d'aller bien parce que quand vous aviez 7 ans, aller bien, ça a impliqué quelque chose de très désagréable pour vous, bah mon cerveau, il m'envoie directement vers votre âge de 7 ans, il me montre une image de vous en classe, il me montre... et quand je vous en parle, vous savez exactement à quoi ça correspond. C'est pas je vous invente un truc qui vous crée de la réalité dans votre cerveau en disant oui, bah peut-être. Non, ça fait référence chez vous à des événements très spécifiques. Voilà, et on bosse à partir de ça. Donc on pourrait dire que cette intuition, je l'ai, mais que je la mets au service des choses que j'ai apprises à faire de façon très technique lors de mes formations, jusqu'à devenir la psychothérapeute que je suis aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette historique vous sera utile d'une manière ou d'une autre.
Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous.